Vous connaissez votre rêve, votre idéal. Comment le rendre réel? Tout d'abord, clarifiez ce rêve et confrontez-le à la réalité. Vous pourrez ainsi l'affiner et le structurer pour le partager et le mettre en action. Qu'est-ce qui a motivé votre vision? Probablement l'écart entre votre idéal, issu de vos valeurs, et votre environnement réel. Alors voici quelques questions à vous poser pour rassembler tous les éléments d'une stratégie cohérente et d'un pitch efficace. 1. Quel est le contexte et quels sont les enjeux auxquels vous vous confrontez? Quelles sont les menaces et les opportunités? Quels sont les acteurs et les contraintes, les actualités et les perspectives qui vous impactent? 2. Quelle est la problématique identifiée et en quoi est-ce important de la faire évoluer? Quelles seraient les conséquences négatives du statu quo? 3. Qui est concerné? Quelle est la cible? Quelles sont ses habitudes, ses besoins, ses valeurs et ses aspirations? Quels sont ses freins, ses objections? 4. Qu'est-ce qui vous anime dans la situation? Quelles valeurs défendez-vous? Par exemple, des valeurs techniques, l'innovation, la qualité, ou philosophiques, le vrai, le beau, des valeurs patrimoniales, la tradition, le terroir, ou sociales, l'éthique, l'intégrité. 5. Quelles sont vos ressources, vos forces, en termes financiers et matériels, en termes de réseau, de qualité, de compétences? Mais aussi, quelles sont vos faiblesses et comment les compenser? 6. Au regard de cette analyse, en quoi êtes-vous singulier et comment le valoriser? Quels sont vos facteurs clés de succès? 7. Finalement, quel est l'objectif réaliste qui en découle? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Sous quelle forme? Pour qui? Avec qui? Grâce à quelles ressources? Quels moyens? Et via quels canaux? Quels sont les effets attendus et vos critères de réussite? Comment saurez-vous que votre objectif est atteint? Pour formaliser les éléments qui émergent de ce questionnement, plusieurs outils existent. Par exemple, le modèle SCORE, les 5 forces de porteur, le SWOT, l'ikigai, le business model Canva, la proposition de valeur, la chaîne de valeur, etc. À partir de cette réflexion, mais aussi d'enquêtes, d'études de marché ou d'une analyse plus poussée si nécessaire, vous pourrez entrevoir les options qui s'offrent à vous. Sélectionner et prioriser les plus efficaces en termes d'impact et de faisabilité, et élaborer une stratégie et un plan d'action effectif. Vous y verrez ainsi plus clair pour élaborer votre pitch. Vous voilà bien engagé sur le chemin du rêve à la réalité. Vous avez confronté votre rêve à la réalité pour le rendre plus réaliste. À présent, vous pouvez rédiger votre pitch. Il existe différentes structures pour faire passer votre message. Je vais vous en présenter 5. Au-delà du format, ce qui importe, c'est de captiver rapidement votre audience et d'être efficace. Interpellez avec votre accroche, soyez concret, apportez de la valeur et de l'émotion et terminez avec un appel à l'action. Voici quelques idées. Simon Sinek recommande de commencer par pourquoi, donc votre motivation et vos valeurs, avant d'évoquer comment vous les incarnez et finalement ce que vous proposez, le quoi. Ainsi, votre audience pourra plus facilement s'identifier à vous, vous faire confiance et rejoindre votre communauté dans la durée. Il donne l'exemple d'Apple, dont le pourquoi serait « Dans tout ce que nous faisons, nous défions le statu quo. Nous croyons qu'il faut penser différemment. » Le comment. Notre façon de défier le statu quo est de fabriquer nos produits en nous assurant qu'ils sont attrayants, faciles à utiliser et conviviaux. Et le quoi. Nous fabriquons d'excellents ordinateurs et téléphones. L'elevator pitch correspond à la formule suivante. Pour tel client, nécessitant tel besoin, machin chose est tel type de produit, service ou idée qui propose tel avantage clé. Contrairement à nos concurrents, machin chose présente ce facteur unique de différenciation. Exemple, pour les amoureux de la mode multiculturelle qui recherchent une pièce intemporelle, Ethnica est la marketplace qui propose des pièces authentiques, contrairement aux grandes enseignes. Ethnica, c'est avant tout une collaboration avec des créateurs et du fait main qui rend chaque pièce unique. Le web marketing, lui, mise sur l'émotion. Dans un premier temps, il fait ressentir la douleur, l'urgence et la gravité du problème à résoudre en actionnant un des 3 leviers de la motivation. Le besoin d'appartenance-reconnaissance, d'influence ou d'accomplissement.
Il décrit les conséquences négatives, cauchemardesques du statu quo, puis les conséquences positives, lumineuses de la solution. Ensuite, il nomme cette solution et en fait goûter un échantillon, via un conseil ou un exercice par exemple. Puis, il crée une rechute pour donner envie d'accéder à la solution plus durable. Alors, il propose une offre exceptionnelle à moindre coût pour laquelle il faut se décider vite. Il en présente les bénéfices, lève les freins. Finalement, il donne un aperçu des résultats à court et long terme. Enfin, il incite à passer à l'action, en indiquant ce que le public doit faire pour se procurer la solution avant la date limite. Pour l'exemple, les réseaux sociaux regorgent de ce type de discours publicitaire. Je vous invite à y prêter attention. Le pitch deck est une synthèse du business plan, à destination d'investisseurs par exemple, qui reprend les éléments clés vus précédemment. Introduction du problème et de la solution, lien avec la réalité du marché, présentation du produit et de ses avantages concurrentiels, aperçu de l'équipe et du modèle d'affaires et financier. Enfin, pour les journalistes et les communicants, le plus impactant, c'est l'attaque. La première phrase doit contenir ce qui est essentiel pour leur audience. Ils rédigent ensuite le contenu en pyramide inversée, hiérarchisé par ordre décroissant d'importance. Voilà, maintenant, à vous de pitcher. Vous avez analysé votre situation et vous souhaitez la faire évoluer. Il est temps de vous fixer des objectifs correctement. Car un objectif correctement fixé est motivant. Il responsabilise, focalise l'énergie vers une cible à atteindre et donne des repères de progression. Pour ce, l'objectif doit être formulé au regard de 3 grandes dimensions. Intégrité, autonomie, pragmatisme. Intégrité, l'objectif et ses effets directs ou indirects doivent faire sens. Il doit être cohérent avec la vocation, l'identité et les valeurs de celui ou ceux qui s'engagent à l'atteindre, mais aussi avec celles de leur entité, leur organisation. Il doit également respecter leur écologie, c'est-à-dire ne pas générer d'effets nuisibles et être motivé et challengeant. Il doit donc représenter un défi légitime et positif qui enthousiasme son responsable. Voici quelques questions à vous poser. Quel est l'objectif de l'objectif ? Est-il cohérent avec votre mission ? En quoi est-ce important pour vous ? L'objectif respecte-t-il l'intégrité des personnes concernées et de leur environnement ? Y a-t-il des inconvénients à le réaliser ? Sur une échelle de 1 à 10, à combien s'élève votre motivation à l'atteindre ? Et comment gagner quelques points supplémentaires ? L'autonomie ensuite. Pour assurer sa prise en charge efficace en toute autonomie, l'objectif doit être précis et contextualisé, c'est-à-dire s'inscrire dans un contexte défini. Clairement exprimé et de façon positive, donc sans négation dans sa formulation, pour éviter de n'être qu'une réaction à ce qui n'est pas voulu. Par exemple, on va dire 95% de qualité plutôt que 5% de non-qualité. Et enfin, sous contrôle entier de celui qui s'engage à le réaliser. La question à considérer est, l'objectif dépend-il de votre seule responsabilité ? Pragmatisme. Il doit également être adapté à l'action concrète. Donc, représenter un résultat facilement identifiable. L'acronyme mnémotechnique SMART rassemble les éléments auxquels être attentif. L'objectif doit être spécifique et mesurable en termes d'accomplissement. Il est donc caractérisé par des critères précis. Il doit être ambitieux mais atteignable et réaliste, compte tenu des ressources et limites de l'individu par rapport à sa situation et son environnement. Enfin, il doit être attaché à un projet et contraint par des ressources et une échéance. Il est donc situé et planifié dans le temps. Prenons l'exemple d'Objectif Lune, énoncé ainsi par le président John Fitzgerald Kennedy en 1961. Cette nation s'engage à atteindre avant la fin de la décennie l'objectif consistant à envoyer un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur Terre. L'objectif est spécifique. Il est extrêmement concret, simple et compréhensible, et motivant pour tous, malgré la complexité du projet et la quantité de sous-objectifs et tâches associées. L'objectif est mesurable, observable à minima, lorsque Neil Armstrong marche sur la Lune et revient en bonne santé. L'objectif est ambitieux, mais atteignable. Les chances de succès étaient estimées à 50% par les scientifiques de l'époque. L'objectif est rattaché à un projet, celui d'affirmer le leadership des États-Unis,
notamment dans le domaine de la conquête spatiale face à l'URSS en plein contexte de guerre froide. L'objectif est contraint dans le temps par la formulation avant la fin de la décennie. Pour affiner votre objectif, la méthode du questionnement peut vous aider. Aussi appelée QQOQCP ou des 5 W en anglais pour Who, What, Where, When, Why, elle invite à préciser qui ou avec qui, quoi, où, quand, combien, pendant combien de temps, comment et pourquoi. Pour la mesure de l'objectif, demandez-vous à quoi vous ou votre entourage saurez que votre objectif est atteint. Quels indicateurs chiffrés ou nouveaux comportements observerez-vous? Enfin, concernant l'aspect réaliste de l'objectif, voici les questions à se poser. Quel est le prix à payer pour le réaliser? L'investissement vaut-il la peine? Les bénéfices de sa réalisation sont-ils bien supérieurs aux bénéfices secondaires de sa non-atteinte? Pour conclure, ne fixez pas plus de 3 objectifs à la fois. Écrivez-les et tenez-vous-y. Les meilleurs objectifs sont des objectifs négociés avec celui qui doit les atteindre. Bien formulés, ils facilitent la compréhension, la vision globale et la communication. S'ils sont suffisamment précis, les collaborateurs savent exactement ce qu'on attend d'eux et pour quand. La progression et le résultat peuvent être mesurés, ce qui permet la confiance et l'implication s'ils sont motivants. Vous avez déjà élaboré votre stratégie, analysé votre situation et votre proposition de valeur, et fixé des objectifs réalistes et mesurables en fonction? Il est temps de réfléchir au plan d'action associé. Il s'agit désormais de spécifier l'objectif pour répertorier et décrire les façons de l'atteindre et les ressources nécessaires à sa réalisation. Personnes, moyens, outils et supports, étapes intermédiaires. Voici quelques questions à vous poser pour clarifier votre action. Première étape, la phase d'idéation. Imaginez le plus d'options possibles sans vous censurer. Existe-t-il plus d'une façon pour atteindre cet objectif? De quelle manière différente pourriez-vous aborder le problème? Quelles pourraient être les options les plus farfelues imaginables? Par exemple, que feriez-vous sans contrainte? Si vous aviez plus de temps, plus de budget, une nouvelle équipe, si vous étiez le patron, ou si vous pouviez tout reprendre à zéro? Deuxième étape, l'évaluation des options. Listez toutes les options envisagées. Que pouvez-vous en dire? Choisissez des critères qui vous importent et imaginez une échelle d'options et de solutions, et les solutions et options intermédiaires ou partielles associées. Quels sont les avantages, inconvénients de chaque option? Laquelle serait la plus faisable, laquelle aurait le plus d'impact ou donnerait le meilleur résultat? Laquelle donnerait le plus de satisfaction? Laquelle vous séduit le plus ou vous paraît la plus adaptée à votre identité? Troisième étape, définissez finalement votre plan d'action. Quelles options avez-vous retenues? Dans quelle mesure est-ce cohérent avec tous vos objectifs? Quels sont vos critères et mesures de succès? Par quelles étapes intermédiaires pourriez-vous passer? Imaginez avoir atteint votre objectif, retournez-vous et déterminez quelles étapes furent nécessaires. De quel délai avez-vous besoin? Quel délai précis envisagez-vous pour démarrer et clore chacune de ces étapes? Qu'est-ce qui pourrait vous gêner dans la réalisation de ces étapes pour atteindre votre objectif? Comment surmonter les limites internes, externes qui se présentent? De quel type de soutien avez-vous besoin? De la part de qui? Et que ferez-vous pour obtenir ce soutien? Et quand? Qui doit être informé de vos actions? Finalement, quels sont les 3 chantiers prioritaires? Pour conclure et vous lancer, je vous invite à réfléchir à votre premier petit pas. Par quoi allez-vous commencer? Ne serait-ce qu'une action de 10 minutes? À vous de jouer! Vous avez déjà votre stratégie et une ébauche de plan d'action. Rentrons à présent dans la dimension projet. Un projet comporte plusieurs grandes phases. Cadrage et conception, réalisation et mise en œuvre, bilan et retour d'expérience. Première étape, c'est la phase de cadrage du projet. Elle va permettre de clarifier les conditions de sa faisabilité, notamment le fameux triangle qualité-coût-délai. Elle nécessite de mener un état des lieux et un diagnostic, incluant une étude d'opportunité et de faisabilité. La note de cadrage qui en découle répond aux questions suivantes. Pourquoi? Pourquoi lancer cette action? Quels ont été les faits déclencheurs, le contexte, les enjeux, la problématique associée? En quoi est-ce important de réaliser ce projet? Quoi? Quel est le projet? Quels sont les objectifs fixés et les résultats recherchés? Quelle est la cible visée? Et quels sont les livrables attendus? Où?
Quel est le périmètre du projet en termes de marché et d'organisation? Qu'est-ce qui est exclu du projet? Qui? Qui sont les parties prenantes? Le commanditaire de l'action, le décisionnaire, le responsable et les bénéficiaires, qui composent le comité de pilotage, l'équipe projet et l'équipe d'experts, qui doit être consulté, informé. Quand? Dans quel délai et avec quelles échéances intermédiaires le projet doit-il être réalisé? Combien? Quel est le budget et quels sont les moyens attribués? Comment? Comment réussir le projet? Quels sont les facteurs clés de succès? Quels sont les risques et comment les encadrer? Quels vont être les impacts organisationnels et humains? Comment va se dérouler le projet? Quels sont les différents scénarios possibles et leur faisabilité économique, organisationnelle et technique? Quels en sont les livrables associés et leurs caractéristiques en termes de volume et de qualité? Quelles sont les recommandations, les choix préconisés? Comment réaliser le projet? Quels sont les différents chantiers et principales actions associées? Quel est le planning? Quelles sont les étapes clés et les jalons? Quelles sont les ressources nécessaires, humaines, matérielles, financières? Quels sont les coûts estimés? Quelles sont les modalités de pilotage du projet, les instances, les méthodes, les process et outils? Quels sont les indicateurs de suivi et de réalisation? Quel est le plan de communication interne et externe du projet? Quelles sont les prochaines étapes et actions à entreprendre? À l'issue de cette étude, la note de cadrage va permettre aux décisionnaires d'effectuer les arbitrages nécessaires à la mise en œuvre du projet. Les cahiers des charges pourront ensuite être rédigés. Dans la phase de cadrage et conception, il est important d'être attentif à 3 grands sujets: l'organisation du projet, la disponibilité des ressources, la gouvernance. Le projet. Les différentes façons d'atteindre les objectifs et la meilleure stratégie à suivre ont été précédemment identifiées. Celle-ci doit désormais se décliner en plan d'action détaillé. Il s'agit d'énumérer toutes les étapes qu'il compose, chaque sous-projet et chaque tâche, puis d'évaluer leur durée estimée, une marge de manœuvre pour tenir compte des aléas prévisibles et les dépendances qui existent entre elles. Ensuite, il suffit de les planifier dans un outil de gestion de projet simple à utiliser. Il peut être utile de travailler en arrière, en rétro-planning, à partir de l'échéance finale. Chaque tâche doit ensuite être assignée à un responsable, ce qui induit que le planning prévisionnel tienne compte de la disponibilité des personnes impliquées, équipe projet, experts ou bénéficiaires sollicités. Les bénéficiaires participent notamment à la définition du besoin, puis aux réunions de validation des jalons du projet. Les ressources. Il est important d'évaluer que les ressources sont suffisantes et de vérifier qu'elles sont disponibles quand il y en a besoin. Une planification prévisionnelle et un tableau de bord permettent d'assurer le suivi de la consommation en ressources humaines, mobilisées pour le projet, et en ressources matérielles et financières, ventilées en budget spécifique, avec des dates prédéfinies à respecter pour le déblocage de fonds, la livraison de matériel, etc. La gouvernance. La gouvernance est essentielle à la réussite du projet, parce qu'elle précise les rôles et responsabilités de chacun, les outils, processus et règles qui régentent le projet, la gestion des risques et la communication, et les critères de décision, de suivi et d'évaluation. L'environnement doit être favorable, une culture projet existe dans l'organisation, la structure projet est formalisée et connue de tous, et l'équipe est formée à la méthode de conduite de projet utilisée, phase, outils, livrables. Les différents acteurs du projet sont motivés par sa réussite et les responsabilités de chacun sont précisées. Il y a un sponsor qui soutient le projet auprès des instances de direction. Le comité de pilotage prend rapidement les décisions et arbitrages de son niveau de responsabilité. Le projet ne donne pas lieu à des conflits d'intérêts ou de personnes. L'équipe projet présente un faible turnover. Le chef de projet est reconnu pour ses compétences par les membres de l'équipe et les bénéficiaires. Il connaît bien le type de projet qui lui est confié et le pilote depuis son lancement. Les experts et bénéficiaires sont disponibles pour être mobilisés si besoin. Un calendrier des réunions d'avancement du projet est fixé, avec des réunions projet hebdomadaires et des réunions de pilotage mensuelles, par exemple. Une politique de communication est définie, avec des échéances régulières et des modèles de documents à utiliser. Les critères de suivi et de gestion des risques sont identifiés. Il existe des procédures de réception des travaux, de tests et de validation, avec un procès-verbal de réception des résultats.
Enfin, il est prévu un bilan de fin de projet et un retour d'expérience avec les représentants des différentes catégories d'acteurs. Vous avez cadré votre projet. À présent, vous pouvez entrer dans l'action. Réalisation et mise en œuvre. Il s'agit désormais de dérouler le plan d'action, de construire le produit en respectant le cahier des charges et de le déployer. La réalisation et mise en œuvre du projet comporte 4 phases. Réalisation, pilote, déploiement, exploitation. La réalisation comprend une étape de préparation avec la planification des tâches, la définition du programme et la mobilisation des ressources. Une étape d'exécution, la fabrication du produit défini dans le cahier des charges. Et une étape de validation pour vérifier la conformité du produit, incluant des procédures de réception des travaux, de tests et de validation, avec un procès-verbal des réceptions des résultats. Le pilote, c'est un test en situation réelle pour évaluer la performance du projet et réaliser les ajustements nécessaires. Le déploiement, c'est l'installation, dans chacun des sites concernés, du produit développé, nouvel outil ou réorganisation par exemple. Il comporte des aspects techniques, installation du matériel, humains, formation, assistance et des procédures. Plusieurs stratégies de déploiement sont possibles. Un site après l'autre, tous en même temps, une partie ou la totalité de la solution. Et enfin l'exploitation, qui démarre par une période d'accompagnement à l'utilisation du produit et de perfectionnement de celui-ci. Pendant la phase de mise en œuvre, il est important d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et du plan d'action. Le comité projet se réunit chaque semaine pour suivre l'avancement du projet et les décisions à prendre sont soumises au comité de pilotage chaque mois, par exemple. Le planning, la consommation des ressources et les critères d'atteinte de l'objectif sont scrutés, les risques anticipés. Les écarts entre prévision et réalisation, le non-respect des échéances, les dépassements de temps ou les demandes de ressources supplémentaires sont analysés et donnent lieu à des arbitrages. Le plan peut être révisé ou ajusté si nécessaire. La fiche de suivi hebdomadaire comprend à minima les rubriques suivantes. Une synthèse et la météo du projet, avec des indicateurs de qualité, coût, délai. Les réalisations de la période passée en termes de progression et d'accomplissement. Les réalisations à venir. Les difficultés rencontrées et les actions de résolution menées. Les alertes et risques identifiés et le plan d'action associé. Bilan et retour d'expérience. À l'issue du projet, il est recommandé de prévoir un bilan, c'est-à-dire une évaluation de l'activité pour mesurer son succès et les résultats obtenus. Cela permet de savoir si les objectifs ont été atteints, comment l'activité peut être améliorée à l'avenir, et de tirer des enseignements pour les projets futurs. Le bilan du projet doit être factuel et positif. Il ne s'agit pas de trouver un bouc émissaire, mais de capitaliser sur l'expérience collective vécue. Dans un débriefing, il est utile de dresser la liste des risques et aléas non prévus auxquels il a fallu faire face, et d'inventorier les trucs et astuces qui ont permis de gagner du temps, de faire prendre rapidement des décisions, de combiner des tâches afin de mieux rentabiliser les ressources. Le projet est considéré comme un succès si les résultats, les performances et la sécurité sont fiables et le service est fourni pour un coût raisonnable avec une marge d'amélioration potentielle. Plus tard, après quelque temps d'exploitation, il est intéressant de consolider les retours d'expérience des représentants des différentes catégories d'acteurs. Cela permet à l'entreprise de tirer parti des expériences individuelles et collectives et de transférer les compétences acquises, les nouvelles règles. Il peut être pertinent de créer une base de données spécifique dans le périmètre de la fonction qualité pour en faire bénéficier tous les projets suivants. Voilà, votre projet est terminé.